Et bonsoir le chat, et bonsoir Jojo. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'on a encore complètement oublié d'annoncer cet event. C'est pas très grave. Vous me direz comment on a été pas bon sur les annonces. C'est pas grave. On sera en petit comité. Comme ça, on va pouvoir jouer. J'espère que vous allez rester un tout petit peu dans le coin parce que l'idée, c'est que vous répondiez un peu. L'idée, c'est que je vais vous montrer du code, des morceaux de code avec 2 tests commentés en dessous. Et il va falloir essayer de savoir lequel on doit décommenter, donc lequel fonctionne. Et donc, without further ado, voilà notre premier cas. Notre premier cas de test, donc on va voir. Et si vous me répondez rien, je ferai les explications tout seul. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et c'est fait pour être piégeux, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal que ça le soit. Donc c'est des petits puzzles liés à Java, pour la plupart, liés à des subtilités en Java. Je sais pas du tout comment ça marche dans les autres langages. Enfin, il y en a qui doivent être assez similaires. Mais voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Donc là, ce premier cas, le premier cas, j'ai un integer A qui est à 42, un integer B qui est à 42, et le jeu, c'est d'essayer de savoir si A égale B. Salut Yacine, et bienvenue sur la chaîne. Donc le but du jeu là, sur ce premier exercice, c'est est-ce que A égale B? Donc est-ce que c'est la même référence en mémoire? Voilà, c'est assez marrant. Donc je sais pas, en fait je sais pas combien il y a de gens qui regardent, parce qu'on a encore oublié de l'annoncer ce live. C'est la même référence, nous dit Yacine. Ok, donc A is same as B. Ok, bien joué, bien joué. Du coup, c'est le même test, mais au lieu d'avoir 42, j'ai 666. C'est la même ou c'est pas la même? Des fois c'est absurde hein, mes trucs, hein. On va faire plusieurs fois le même test, c'est pas la même. Oh Yacine est chaud. Oh Yacine est très très chaud. Est-ce que tu sais nous dire pourquoi? Est-ce que tu sais l'explication qui est derrière? Et le temps que tu tapes, j'explique un peu les bugs que ça peut créer très facilement. Ouais, what? Voilà, ça c'est une réaction normale. Juste un petit mot sur les bugs que ça peut créer sur vos productions. Vous avez un integer if A égale B, bah ça va passer jusqu'à un certain point et ça passera pas pour d'autres valeurs. Donc vous le verrez pas forcément sur vos tests, vous le verrez pas forcément sur vos recettes. Par contre, votre prod va bugger parce que votre comparaison sera fausse. Ça c'est assez perturbant comme comportement. C'est dû à l'integer constant pool de Java, c'est tout à fait ça Yacine. En gros, au démarrage de la JVM, Java va mettre en cache genre de moins 128 à 127 sur les integers. Il y a une option pour qu'il fasse moins 65 000, plus 65 000, mais de base il fait moins 128, 127 et il va avoir un cache. Et en gros, si je suis sur des integers qui sont dans ce range, il va les résoudre sur son cache, et donc il va me renvoyer les références du cache, les références qui viennent du pool. Par contre, si je suis en dehors de ce range, bah c'est perdu, c'est pas de chance. Et donc, bah, ça crée des bugs, et c'est des bugs que j'ai vus en prod plusieurs fois. Dernière petite question sur les entiers. Est-ce que la valeur absolue de l'entier min, c'est égal à la valeur absolue de l'entier max? Ok, donc est-ce que le plus petit négatif est égal, sa valeur absolue c'est le plus grand positif, ou est-ce que la valeur absolue du plus petit négatif c'est le plus petit négatif? Donc est-ce que en Java une valeur absolue peut être négative? En fait c'est ça la question. C'est bizarre dit comme ça, mais et ça pour le coup ça va être le même comportement dans tous les langages. C'est un cas un peu plus au borne, mais c'est intéressant à savoir. Hop, et je bois mon café. Pour vous laisser répondre.
bon, je sais pas si vous avez une réponse, mais en gros, pour la faire simple, la valeur absolue de min value, c'est min value. Ah oui, j'ai Infinites qui me lance mes tests, hein. C'est pour ça que je les lance pas automatiquement. Si c'est vert, c'est que ça marche. Je vais juste vous prouver que ça lance bien des trucs. Si je fais ça, là c'est rouge. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme sur un entier signé, il y a un de plus dans le négatif, il y a une valeur en plus dans le négatif, et ben en fait, la valeur absolue du min, ça fait le max plus 1, ce qui est le min. Et donc on peut avoir une valeur absolue qui est égale à un négatif. Voilà, ça c'était pour les premiers petits exemples sur Java qui sont rigolos, qui peuvent créer des petits bugs en production. Et puis on va aller crescendo hein, sur la difficulté et sur les trucs bizarres, parce que sinon c'est pas rigolo. On va faire un petit puzzle maintenant. Comment on compare des ints? Alors les ints, le primitif avec égal égal. Le problème ne se pose que sur l'objet qui encapsule le primitif, qui lui est mis en cache. Les int avec égal égal, ça marche. C'est les integers où il faut faire point equals. Bonne remarque. Du coup, hop, tu me dis si j'ai répondu, hein, Elviro. Petit exo sur les strings. Donc, est-ce que la chaîne coucou, c'est égal égal à la chaîne coucou? Est-ce que la chaîne coucou, c'est pas égal égal, donc différent, pas la même référence que la chaîne coucou? Je vous laisse quelques secondes pour répondre si vous voulez. J'en profite pour regarder ce qui se passe sur un live en parallèle, parce qu'on a été pas très très bon. On a réussi à mettre 2 lives en même temps entre midi et 2, mais eux ils ont été bons, ils l'ont annoncé. Ce qui n'est pas notre cas, bien sûr, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Du coup, ouais, c'est égal. Ouais, c'est égal. Ok. C'est bien égal. C'est égal, égal. Ok. Passons à la suite. Maintenant, est-ce que le new string coucou, c'est égal, égal à new string coucou? Ou est-ce que new string coucou, c'est pas égal, égal à new string coucou? Ah, c'est la même chose, hein, normalement. C'est pas égal. Ok, Yacine est très très chaud. Hein. Effectivement, c'est pas égal. Et en fait, si je veux que ce soit égal, je peux utiliser ici la méthode interne pour récupérer mon instance. Donc ce qui se passe, c'est un peu la même chose qu'avec le pool de tout à l'heure. C'est pas deprecating new string. Non, absolument pas, parce que si tu veux transformer un tableau de byte en string, il faut passer par là. Donc c'est vrai qu'on fait rarement new string avec une string. Par contre, new string avec un tableau de byte, ben on le fait très régulièrement dès qu'on va lire un truc qui renvoie un tableau de byte et qu'on veut faire une string. Ce qu'il faut savoir justement, et c'est là où c'est intéressant, c'est un bug aussi, mais qui est un peu plus vicieux, c'est que quand je fais une new string comme ça, ça va me renvoyer un nouvel objet qui est une string, alors que quand je fais directement ça, en fait, Java maintient un string pool, donc qui est un cache de toutes les strings instanciées dans la JVM, et il me renvoie l'instance. Et il y a cette méthode interne ici qui permet de récupérer l'instance qui correspond à l'objet. C'est pour ça que quand je vais interne mes 2 strings, ce sera bien égal égal puisque j'ai la même référence de cache. Et donc si on fait un new string avec un tableau de bytes sans faire de interne, on donne pas mal de boulot à notre JVM pour réussir à garbage ça. Parce que du coup, lui, il a son fonctionnement où il considère qu'il n'a pas de chaîne avec la même valeur en doublon. Et donc, ça facilite pas la vie. Fait amusant, c'est possible de faire ça en Java et c'est possible d'avoir ce pool parce que string est immuable. On n'aurait pas pu avoir ça avec un objet string muable. Déjà, ça n'aurait pas été thread safe, puis ça aurait été ingérable ce cache de string. Et donc, comme string est immuable, on peut avoir ce cache et c'est assez sympa en termes d'optimisation de perf. Mais voilà, faut bien penser que dès qu'on fait un new string, on a peut-être un truc qui va leak, et donc faire un interne dessus, ça peut être gentil pour la JVM. Et on va passer au puzzle suivant. Hop, un tout petit peu moins tordu. Mais pas très connu, donc j'aime bien en parler quand même. Le but, hein, c'est des petits trucs que je montre en fin de formation pour finir la journée sur une note légère. Là, l'idée, c'est de savoir, est-ce que... Donc j'ai cette méthode qui try return 42, finally return 1337.
Quand je vais l'invoquer, est-ce que je vais avoir 42 ou est-ce que je vais avoir 1337? Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est assez important à garder en tête. Puisque quand ça va être exécuté, return, ben, ça sort de la méthode, sauf que finally est forcément exécuté. Donc c'est toujours un peu délicat. Bon, toujours pareil, hein, quand on n'est pas sûr, on fait un test. Et ici, le test me dit que j'ai 1337, puisque c'est toujours le finally. Et je vais avoir à peu près la même chose avec le throw. Si j'ai un return 42 et un finally qui throw, eh ben c'est bien l'exception que j'aurai. Hop, pardon. Et en fait, ce cas-là, c'est plus ce cas-là qu'on va faire assez régulièrement. Par exemple, si dans un bloc finally, on veut close des ressources ou des choses comme ça, on a un return et un bloc finally pour close des choses, et ben on peut se retrouver avec une exception et pas notre return si jamais notre close a échoué. C'est entre autres pour ça que try with resources de Java 7, c'est une super bonne invention parce que c'était quasiment impossible de faire correctement les clauses de stream. Et justement, try with resources nous permet d'avoir des clauses correctes. Mais on a encore des cas où on doit gérer nos clauses nous-mêmes. Et donc, il faut bien garder ça en tête. Il faut bien garder que des fois, si j'ai pas réussi à fermer ma ressource, pour autant, je vais vouloir rendre mon résultat à mon appelant et pas lui renvoyer une exception et ma ressource n'est pas fermée. C'est moins grave dans la plupart des cas d'avoir un leak sur une ressource. J'ai bien dit dans la plupart des cas. On peut prendre l'exemple qui est décrit dans Release It, où une compagnie aérienne entière a été mise en carafe à cause d'une connexion à une base de données qui était mal fermée justement dans ce type de contexte. Donc la compagnie aérienne a été en carafe pendant une demi-journée, je crois. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de contexte, une question de ce qu'on est en train de faire. Et il faut garder en tête que finally, c'est toujours lui qui a raison. Donc s'il return ou s'il throw, et ben c'est le résultat du finally qu'on va avoir. Hop, petit puzzle suivant. On va s'amuser avec les instanciations, les dates d'instanciation. Donc là, le test est en 2 morceaux. On va s'intéresser d'abord au premier morceau. Ici, j'ai une date d'instanciation, donc en statique finale, qui est mon current time milli. Je démarre mon test, j'attends 10 millisecondes. Je regarde le current time milli. Les 10 milli ici, c'est pour être sûr de ne pas être égal. Est-ce que mon start, ici, il est inférieur ou égal à ma date d'instanciation ou est-ce qu'il est strictement supérieur à ma date d'instanciation, donc qui est là? Je vous laisse quelques secondes peut-être pour comprendre le truc. Si vous ne comprenez pas le problème, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il est un peu plus difficile à expliquer celui-là. Mais en gros, j'ai un champ statique dans lequel... que j'instancie avec un current time milli. J'ai un champ ici que j'instancie avec un current time milli. Et j'essaie de savoir lequel a été instancié en premier. Donc vous me dites pas. Bon là, ce qui est logique c'est ça. Ah, au hasard inférieur? Ouais, non. En fait, bien tenté. Mais en fait, ça va être supérieur. Parce que le instanciation ici, comme il est statique, il est instancié au démarrage de ma JVM. Et lui, il est instancié au moment de l'invocation. Donc, mon start est supérieur à ma date d'instanciation. Maintenant, là où ça devient rigolo, c'est que j'ai une classe privée, en fait, dans cette classe, qui s'appelle MyPrivateClass, qui a une date d'instanciation exactement de la même manière, avec une méthode qui fait rien. Et donc, c'est exactement le même champ, hein. Et ici, en fait, hop, la date d'instanciation de ma classe statique privée, qui est un champ statique, est inférieure à la date de lancement de mon test. Ah, attendez, je peux tout mettre en une fois. Et là, ça devient rigolo. Parce que celui-là a bien été instancié au démarrage de ma JVM. Donc je démarre ma JVM, j'ai tous mes champs statiques qui sont instanciés. Sauf... dans le cas des classes qui sont déclarées comme ça, dans le fichier d'une autre classe, celles-là sont instanciées à la première invocation d'une de leurs méthodes. Et pas au démarrage de la JVM. C'est-à-dire que cette astuce-là, qui est spécifiée dans Java, qui est safe, permet de faire de l'instanciation lazy.
Donc par exemple si j'ai un singleton que je veux lazy init, singleton c'est pas bien tout ça, mais que je veux pas init au démarrage de mon appli mais au premier appel, ben je peux simplement faire une classe comme ça, maintenir mon instance dedans et il sera initialisé au premier appel et j'ai pas de lock à faire, j'ai pas à gérer des références volatiles, j'ai pas le coût que j'aurais avec des références volatiles sur les perfs, etc. Donc voilà, c'est une astuce à connaître qui peut être intéressante. Et pour le coup, c'est pas un hack, hein, c'est vraiment safe, ça fait partie, c'est spécifié dans Java. Donc ça, vous pouvez vous appuyer dessus pour faire vos instanciations lazy. Ce sera beaucoup plus fiable que de vous galérer avec des locks. Voilà. Petit puzzle suivant. Qu'est-ce que j'ai après? Ah ouais, j'ai ça c'est rigolo ça. Donc en Java, on a une classe pour... faut connaître. Ouais, en fait, c'est simple quand tu le connais, mais c'est super pratique parce que j'ai vu plein de gens se galérer à faire des double check lock. Faut savoir que, je crois qu'on le voit tout après, je suis pas sûr. Non, le double check lock il marche pas très bien en Java à cause du modèle de mémoire. En fait, il va marcher que sur une référence volatile. Et la plupart du temps, les gens vont faire des double check lock sur des références non volatiles, comme on a appris à le faire en C. C'est new byte, boolean short qui sont deprecated. Ouais, c'est ça. C'est ça. New byte, boolean short sont deprecated. Ils conseillent d'utiliser la static factory justement pour pouvoir hit le cache. Parce que l'intérêt d'une static factory, c'est qu'on peut renvoyer l'instance de cache. C'est ça, hein, Nolwenn. Tu me diras si je me trompe, mais de mémoire, c'est ça. Ouais, mais new string avec un tableau de byte, aucun problème. Aucun problème. Donc, en Java, on a une classe big decimal pour faire des calculs exacts. Donc sans les problèmes des flottants. Et donc la question là, c'est A qui vaut 2, moins B qui vaut 0,99. Donc A subtract B, c'est la même opération à chaque fois. Hein, et je le toString. Est-ce que ça fait 1? Donc c'est-à-dire qu'il me tronquerait ici à la précision là. Est-ce que ça fait 1, 0, 1? Donc qui est le résultat correct? Ou est-ce que ça fait n'importe quoi? Je rappelle, un big decimal, c'est la classe faite pour faire des calculs sans perte de précision en Java. Je vous laisse un peu de temps pour me dire. Et comme vous en doutez, il y a un trick. Hein. Et c'est un bug, pareil, ça c'est un bug que j'ai vu très souvent. Alors que, et celui-là il est vicieux parce qu'il est pavé de bonnes intentions. Il est vraiment pavé de bonnes intentions. Il y a eu des efforts de fait justement pour pas tomber dans ce bug précisément. Et on tombe en plein dedans. Puisque, bien sûr, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Ça fait n'importe quoi. Alors que, je rappelle, Big Decimal, c'est la classe qui est faite pour pas que ça fasse n'importe quoi. Pour la petite blague, ça fait quelques années que je les ai, ces tests. Ce n'importe quoi là, il a dû passer d'une version 8 à une version 16 de Java, et c'est toujours le même. Donc c'est pas tant n'importe quoi que ça, hein. C'est tout à fait déterministe. Puisque là, je vois que ça passe encore, j'avais pas vérifié avant. Donc j'ai toujours le même résultat, mais c'est une erreur de précision sur mes flottants ici qui n'ont pas la même précision. Et en fait, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut utiliser la static factory de Big Decimal avec value of et non pas le new avec un flottant, puisque la static factory, donc là dans ce cas-là, au lieu d'avoir n'importe quoi, j'ai bien mon résultat qui m'intéresse. Hop, pardon. Donc j'ai bien le 1, 0, 1. Parce que en fait, si on regarde cette static factory, comment elle fonctionne, elle fait tout simplement un toString de la valeur. Donc je vais avoir ma valeur exact, et ça me fait un big decimal depuis ce toString, et du coup à ce moment là j'ai un big decimal qui fait pas d'erreur de précision, parce que si je construis un big decimal depuis un flottant, j'ai une erreur de précision sur ma construction, et donc je fais un calcul exact sur un flottant, donc j'ai le même problème que si je faisais des soustractions de flottants. Ça pareil, c'est très facile de faire des bugs avec ça, d'avoir des arrondis, des centimes perdus, des choses comme ça. Faut le savoir, petite astuce à garder en tête. Et la dernière pour la fin, pour se finir tranquillement, on va s'amuser avec des threads. Parce que c'est rigolo, c'est important. Qu'est-ce que j'ai sur les threads? Je me rappelle plus.
Pour information, on a déjà fait des choses sur les threads dans un live. Je vais vous retrouver ce qu'on avait fait. Ah oui, la concurrence en Java. Tac. J'ai dû raconter à peu près les mêmes trucs parce que j'ai dû me rappeler de ce puzzle que j'avais fait. Donc je vais le faire rapidement, surtout qu'on est bientôt time sur ce tout petit live. Donc ici, une première astuce qui est intéressante, c'est la manière d'avoir un set thread safe en Java, d'avoir une collection thread safe en Java. En fait, on peut soit faire un new copy on write array list, donc du package Java util concurrent, qui fait exactement ce que son nom dit. Chaque write, ça duplique la liste et puis du coup, c'est thread safe. Mais si on n'a pas besoin d'une liste, si un set nous convient, en fait, on peut utiliser set factory ici dans collections, new set from map, à laquelle on passe une new concurrent hash map, ce qui nous permet d'avoir un set thread safe et sans lock. Et c'est super intéressant dans pas mal de cas. Donc ça, c'est une première petite astuce. Ensuite, je vais créer un thread pool executor. Donc ça, c'est API Java 5. Et dans cet executor, je vais submit... Ah mince, c'est la correction. Ah, ma blague tombe à l'eau. Bon, du coup, c'était comme ça. En gros, la petite astuce ici... Ouais, c'est ça, la blague tombe à l'eau. C'est que simple date format, donc n'utilisez plus ça. Hein. Maintenant, on a l'API time, donc le portage de Joda, n'utilisez plus l'API date. Mais bon, si jamais vous avez des simple date format qui sont partagés par plusieurs instances, vous avez des dates qui sont fausses. Puisque ici, en fait, je génère des dates fausses. C'est pas une exception, et c'est en ça que c'est vicieux, et donc moi je préfère avoir une exception et un traitement qui se fait pas que des dates fausses dans ma base que je saurais jamais retrouver. Voilà. Et après, ça c'est ce qu'on a fait sur le dernier live, donc on essaye d'arrêter un thread, et en gros j'ai un thread qui fait pas grand chose, où tant que le thread done flag, donc qui est un booléen statique ici, et à true, il tourne, et puis à un moment, je le passe à false. Bien sûr, là, il va pas s'arrêter. Si je log le flag, il s'arrête. C'est là où ça devient rigolo. Hein. C'est le même code, sauf que dans ce cas-là, je log le flag. D'ailleurs, j'aurais même pu ne rien loguer du tout. Il s'arrête aussi sans aucun problème. Et en fait, c'est parce que system out println fait un synchronize sur out qui est une référence statique à un print stream, donc ça va synchroniser ma JVM et l'état de mes variables va être partagé entre mes threads. C'est bien sûr la mauvaise manière de faire. La bonne manière de faire étant d'utiliser un atomic boolean qui permet de propager les modifications sur la référence d'un thread out. C'est intéressant, les différentes implémentations de atomic quelque chose en Java, donc atomic integer, atomic référence, etc., se basent simplement sur un champ volatile, donc avec le modifier volatile, mais pas atomic boolean qui se base sur un integer en fait derrière. Il me semble que la raison c'est que en fait dans le bytecode il n'y a pas de représentation de boolean, c'est un integer à 0 ou 1 et qu'un volatile sur boolean des fois ça fait des trucs un peu chelous alors qu'un volatile sur un integer ça marche toujours très bien. Toujours est-il que faut pas trop se prendre la tête, faut laisser les implémentations de Douglea sont correctes sur le multithreading plus que les nôtres, donc faut s'appuyer dessus et utiliser ces implémentations pour faire nos stops. Et voilà pour mes petits puzzles. Hop, et je reviens là. Donc on a été très très mauvais sur la com, hein, mais c'est pas grave. Si vous passez sur le replay, j'espère que vous avez appris des trucs. Moi, c'est des exos que j'ai créés, on va dire, depuis des bugs de prod. Donc, c'est des cas que j'ai eu en prod à chaque fois qui ont posé problème, plus ou moins grave. Et j'ai fait ces petits exos avec ça et je les trouve marrants. Si vous voulez les utiliser pour faire un moment de détente dans une formation ou quoi, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ils vont être sur le repo, on va dire, dans quelques jours quand j'aurai pris le temps de pousser tout ça. N'hésitez pas à poser les questions, à mettre ces petits challenges. Voilà, c'était un stream plus léger que d'habitude. Je veux bien votre avis dessus, du coup, d'ailleurs, si vous en avez un. Il me reste à faire la pub
Et la semaine prochaine, on a des vrais lives, parce que cette semaine, on n'a pas trop bossé. Et la semaine prochaine, il y a des choses un peu plus sérieuses que vous pouvez voir sur le calendrier. Donc lundi soir, il y a très longtemps, peut-être les plus anciens de cette chaîne se rappellent, avec un collègue qui s'appelle Nicolas Legriel, on a fait un Game of Life qui était fonctionnel, mais on pouvait encore faire des choses, on pouvait améliorer des choses, et donc on va faire ça lundi soir, de 18h30 à 20h. On va continuer ça. Mercredi matin, de 8 à 9, on fait un Code & Coffee TypeScript avec Anthony. Si vous avez des idées, des suggestions de sujets que vous voudriez voir, n'hésitez pas à les ajouter dans le fichier des suggestions. On verra ce qu'on prend. Le principe des Code & Coffee, c'est qu'on arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin, on sait le langage parce qu'on a choisi à l'avance qui c'est qui streamait, mais c'est à peu près tout. Voilà pour la pub pour cette chaîne. Maintenant, la pub pour les crafters. Prochain événement des crafters ce soir, avec une soirée lecture. Donc, on a 4 speakers qui vont vous présenter des lectures, des choses qu'ils ont vues. C'est moi qui serai à la régie. Et donc, c'est de 19 à 21h. Et ce sera sur la chaîne Twitch des crafters. Et ce week-end, toute la journée, samedi de 9h30 à 17h, on fait un code retreat. Le principe d'un code retreat, c'est qu'on va faire le même exercice plusieurs fois dans la journée avec des contraintes différentes. Ce code retreat-là sera sur un exercice de refactoring, c'est-à-dire qu'on va refactorer plusieurs fois le même code dans la journée. Enfin, je pense. Je ne suis pas animateur sur cette session, donc je ne connais pas le sujet qui a été choisi. Ce sera la surprise samedi, mais je pense que ça va être très cool. Donc certes, c'est un samedi qui saute, mais c'est vraiment extrêmement formateur comme session. Donc si vous avez jamais fait, vraiment, n'hésitez pas à venir. C'est trop cool. Et il me reste à faire la pub pour la dernière session annoncée des crafters, qui est le 28, on fait un forum ouvert avec le Ministry of Testing de Lyon, donc avec un autre groupe. C'est une conférence sans conférence. Vous venez, vous proposez des sujets, vous pouvez être expert ou ne pas les connaître et vouloir en parler avec des gens qui connaissent. Et on va se balader de session en session. Et dernière petite pub pour un événement qui est en cours. On n'a pas été très très bon, mais voilà. Il y a une résolution du Qatar Rover en C# qui est en cours sur la chaîne Twitch. Sur la chaîne Twitch. Sur les chaînes YouTube de artisans développeurs. Et ils y sont encore, donc n'hésitez pas à passer, à leur faire un petit coucou. Nous, on se retrouve bientôt. Vous pouvez passer, si vous voulez, sur notre Discord. Moi, je serai dans le coin, là, pendant quelques minutes. Si vous voulez passer, dire bonjour ou partager un café, ce sera avec grand plaisir. Bonne journée, codez bien, amusez-vous bien, et à une prochaine fois. Salut!